On se retrouve pour discuter d'un sujet qui me tient à cœur, un sujet vaste et fascinant qui touche autant nos relations avec les animaux que les résultats qu'on peut obtenir en intervention, c'est-à-dire les fonctions et l'intégration de l'animal partenaire en zoothérapie. Sylvie Ferland, fondatrice de Zoothérapie Mauricie, si t'aimes notre contenu puis t'en veux plus, clique sur le pouce et abonne-toi à la chaîne. Pour commencer, il y a 2 mots que j'aimerais mettre de l'avant. Flexibilité et adaptabilité. Ces 2 notions sont au cœur de la zoothérapie. Pourquoi? Parce que tout ce que je vais partager avec toi aujourd'hui ne doit pas être pris comme une règle figée dans le béton. Oui, il faut une structure, une méthodologie, mais il est essentiel de comprendre que tout doit être ajusté en fonction de ta réalité, celle de ton client, puis bien sûr celle de ton animal. Je vais te donner des exemples concrets pour illustrer ça. Parfois, on se dit, à 1 an et demi, là, mon chien, il doit être capable de faire ça. Là. Il devrait être capable. Mon cheval devrait être en mesure de maîtriser telle ou telle chose. Mais ce n'est pas toujours le cas. Chaque animal est unique, avec son propre rythme d'apprentissage, ses forces et ses faiblesses. Puis tout ça, on doit le respecter. Alors oui, on peut partir d'une base, mais il faut toujours garder en tête que rien n'est fixe. Un autre point important, la psychologie. Pas juste la tienne ou celle de tes clients, mais aussi celle de ton animal. Parce que oui, nos compagnons, ils ont une manière de penser, de ressentir puis d'interagir ça leur est propre. Fait que comprendre cette dimension psychologique, c'est ce qui permet de créer un partenariat solide. Ce partenariat, c'est la base de tout. C'est la clé et le fondement de la zoothérapie. Un partenariat qui, bien qu'il puisse inclure des collaborations avec d'autres professionnels, il place l'animal au cœur de ta pratique, au centre de ta pratique. Les qualités de cette relation, c'est ça qui va déterminer la réussite de tes interventions. Une relation de co-création, ça ne se construit pas en claquant des doigts. Il faut du temps, de la patience, puis surtout un lien de confiance. Je te donne un exemple. On me demande souvent comment je fais pour travailler avec des chiens de refuge, des animaux qui ont vécu des traumatismes. Certains me disent, tu sais, Sylvie, ça doit être risqué. Tes animaux, il a été battu, négligé, bon, parfois même, c'est ça, il a vraiment été maltraité. Ma réponse, c'est la relation. Tout repose sur le lien que tu établis avec l'animal. Prends un chien qui a vécu des abus. Tu ne peux pas simplement le prendre puis l'amener en intervention. Il faut d'abord construire un lien solide. Ça peut prendre des semaines, des mois, parfois même des années, mais tout est possible. Ce lien de confiance, il se bâtit sur la cohérence. Fait que si tu es constant dans tes actions, tes paroles, ton énergie, l'animal va finir par comprendre qu'il peut compter sur toi. Puis c'est là que tout change. Parce que la cohérence et la constance, c'est essentiel. Si tu dis une chose, mais que tu fais une autre, l'animal ne saura pas à quoi s'attendre. Puis si c'est pas à quoi s'attendre, il ne va pas se sentir en sécurité. Prends l'exemple d'un rappel, aussi simple que ça. Si tu appelles ton chien, mais qui n'est jamais sûr que venir vers toi, c'est une expérience positive, il va hésiter. Mais si tu es constant, puis que chaque rappel se termine par une récompense ou une interaction agréable, il va venir sans hésiter. Cette cohérence, c'est aussi ça qui permet de surmonter les petits problèmes de comportement. Puis là, je parle de la majorité des animaux, même ceux qui ne viennent pas de refuge. Fait que de refuge ou pas de refuge, les comportements problématiques ne sont souvent que le reflet d'un manque de compréhension ou d'éducation. Fait qu'en travaillant sur la relation, on peut résoudre vraiment bien des choses. Devenir le référent de son animal. Tu vas souvent m'entendre dire qu'il faut devenir le référent de ton animal. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Être un référent, c'est être la personne vers qui l'animal se tourne en cas d'incertitude. C'est être son point de repère, sa source de sécurité. Puis pour ça, il faut être un leader positif. Quand je parle de leadership, là, je ne parle pas de domination, d'imposition. Je parle d'un leadership basé sur la confiance puis le respect. C'est particulièrement vrai pour les animaux de meute, comme les chiens. Si tu n'es pas capable de guider ton chien, il va prendre le rôle de leader. C'est pas ce que tu veux. Un bon leader est quelqu'un qui inspire la sécurité, qui prend des décisions qui sont justes puis qui guide avec bienveillance. Le rôle de leader, on le retrouve aussi dans nos relations humaines. Pense à tes enfants, à tes ados. Être un parent ou un éducateur cohérent puis constant, c'est aussi ça, être un bon leader. Alors pourquoi ce serait différent avec nos animaux? Ça m'amène aux responsabilités du zoothérapeute. Alors, en tant que zoothérapeute, tu as des responsabilités importantes. D'abord, celle de prendre des initiatives. Mais pas n'importe quelle initiative. Des initiatives réfléchies puis adaptées. Si tu amènes un animal dans une situation pour laquelle il n'est pas prêt, bien,
tu mets en danger sa sécurité puis celle des autres. Prenons un exemple peut-être un peu extrême. Amener un âne dans un ascenseur. Parce que oui, on fait ça. Mais si tu le fais alors qu'il n'est pas prêt, bien là, c'est pas de sa faute. Mais de la mienne si ça se passe mal, puis de la tienne si ça se passe mal. Si c'était une mauvaise expérience, une mauvaise initiative de ta part, bien, on doit toujours être attentif aux signaux de nos animaux, puis respecter leur rythme. Si on décide d'amener un animal en intervention alors qu'il n'est pas prêt, c'est nous qui avons échoué en tant que leader. Notre rôle, c'est d'anticiper, de préparer puis de respecter les besoins de l'animal. Si un animal montre des signes de stress ou d'inconfort, c'est à toi de le remarquer puis de réagir en conséquence. Maintenant, ça m'amène à parler des responsabilités de l'animal. Un animal en intervention doit répondre à certains critères, comme obéissance de base. C'est-à-dire qu'il doit être réceptif, obéissant, propre et capable de s'adapter à différentes situations. Quand je dis obéissant, je ne parle pas de concours d'obéissance ou de performance spectaculaire. Là. Non. Je parle des bases. Venir quand on l'appelle, s'asseoir, rester calme. Ces comportements de base permettent de garantir la sécurité de tout le monde. Maintenant, tolérance à la manipulation. Un chien, par exemple, doit accepter qu'on le touche, même à des endroits qu'il n'aime pas forcément. Ça ne veut pas dire qu'il doit adorer ça, mais il doit être en mesure de tolérer sans stress excessif. Cette tolérance-là s'acquiert dans la pratique puis le renforcement positif. Par exemple, si ton chien n'aime pas qu'on lui touche la tête, tu peux le désensibiliser petit à petit en associant ce geste-là à une récompense. Capacité d'adaptation. L'animal doit pouvoir tolérer des variantes de température, des bruits imprévus ou encore des interactions inattendues. Cette qualité-là est essentielle pour évoluer dans des contextes variés. On veut aussi que l'animal ait une stabilité émotionnelle. Fait que l'animal doit être stable, prévisible dans son comportement. Un animal qui réagit de manière excessive, qui est imprévisible, il n'est pas prêt pour l'intervention. La stabilité comportementale, c'est essentiel pour garantir des interactions positives. On veut une réactivité adaptée. Un bon animal d'intervention répond à son environnement, mais sans réagir de manière excessive. Par exemple, si une situation le dérange, on va favoriser la fuite ou le retrait plutôt que la confrontation. Alors, c'est comme ça qu'on reconnaît une réactivité adaptée. Maintenant, les fonctions de l'animal en zoothérapie. Parce que oui, il y a des fonctions. Elles sont variées et essentielles à la réussite des interventions. Alors, je vais t'en nommer les principales. Première fonction, apporter un sentiment de sécurité. L'animal aide à mettre les participants à l'aise, que ce soit par sa présence apaisante ou son comportement calme. Deuxième, il va créer un stimulus émotionnel. Par ses attitudes, comme poser une patte sur un genou, par exemple, l'animal déclenche des réponses émotionnelles positives chez le participant. Il va servir d'éponge émotionnelle. Les animaux absorbent souvent le stress et les émotions intenses des humains. Ça demande une vigilance de la part de l'intervenant pour éviter une surcharge chez l'animal. Offrir un soutien affectif ou physique. Alors, l'animal peut jouer un rôle compensatoire en aidant à surmonter certaines déficiences. Par exemple, un chien peut aider une personne avec des problèmes de motricité à retrouver confiance en elle. Et maintenant, la dernière fonction, qui est nommée ici, être un intermédiaire. L'animal agit comme un pont entre l'intervenant et le participant. Ça facilite les interactions puis l'expression. Maintenant, pour qu'un animal puisse remplir ses fonctions, il doit être bien préparé. Ça commence avec une socialisation adéquate, une éducation de base, mais la préparation ne s'arrête pas là. Elle doit être continue, adaptée aux besoins de l'animal, puis des interventions qui sont prévues aussi. L'âge auquel l'animal peut commencer à travailler, ça dépend de plusieurs facteurs. Chaque animal est différent. Il n'y a pas une réponse unique. Fait que certains chiens peuvent être prêts à l'âge de 2 ans, tandis que d'autres vont avoir besoin vraiment de plus de temps. Ce qui est certain, c'est qu'il faut respecter le rythme, s'adapter. Fait qu'adapter ton approche en fonction de ses capacités. L'importance des limites. Un animal, tout comme un zoothérapeute, a ses limites. Le respect de ses limites est essentiel pour maintenir son bien-être physique et émotionnel. Ça implique des horaires de travail raisonnables. Trop d'interventions peuvent épuiser un animal, le rendant moins réceptif puis moins efficace. Des périodes de repos suffisantes. Les animaux ils ont besoin de temps pour récupérer et se détendre entre les sessions. Et une évaluation continue.
Le zoothérapeute doit régulièrement évaluer l'état physique et émotionnel de son animal pour s'assurer qu'il reste apte à travailler. Et pour conclure, l'intégration de l'animal partenaire en zoothérapie, c'est un processus qui exige du temps, de la patience, une profonde compréhension des besoins de l'animal. Puis en tant que zoothérapeute, ton rôle est d'être un leader positif, un référent fiable, un gardien attentif du bien-être de ton partenaire animal. C'est à travers cette approche respectueuse et collaborative qu'on peut réellement maximiser les bienfaits de la zoothérapie, tant pour nos clients que pour nos précieux animaux partenaires. À bientôt!